Quand on démarre des modèles dans des cartes graphiques, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de batching, puisqu'on essaye de grouper un peu les requêtes qu'on envoie dans les GPU. Donc j'étais un peu curieux, j'allais voir comment ça fonctionnait, et je vais vous partager un petit peu ce que j'ai découvert. Déjà, la première chose, c'est que les LLM sont très coûteux en mémoire dans les GPU, et ça nécessite une grosse bande passante sur le carte graphique. C'est pour ça que les cartes graphiques modernes ont pas mal évolué sur les 24 derniers mois, parce qu'en fait, leur bande passante était très limitée par rapport aux besoins des LLM. Et si on fait tourner un modèle qui fait 13 milliards de paramètres, alors soit vous stockez ce modèle, chaque paramètre peut être stocké sur 4 octets, 2 octets ou 1 octet. Le plus souvent, c'est 2, c'est une précision de 2 octets. Ça veut dire que 13 milliards de paramètres, ça fait 26 gigas dans la carte graphique de mémoire. Chaque fois que vous générez un token, en entrée ou en sortie, c'est 1 méga par token. Donc 1000 tokens, 1 giga. Donc c'est assez coûteux. Si on transfère ça sur des cartes graphiques un peu haut de gamme, une carte graphique qui fait 80 gigas, donc le haut de gamme de Nvidia, les H100, sur un modèle de 13 milliards de paramètres, ça fait 26 gigas pour le modèle, ce qui vous reste 56 gigas pour le cache des tokens dans la carte graphique. Alors si vous faites un petit peu de calcul, vous vous rendez compte que ça permet de faire tenir 54 000 tokens. Donc la carte graphique, finalement, elle ne peut pas traiter une infinité de tokens et vous êtes un petit peu obligé d'être smart quand vous envoyez des requêtes. Si vous avez un modèle qui a une window de 8000 tokens, donc 8000 tokens c'était des modèles qu'on avait il y a 18 mois à peu près, aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 16 ou 32, 8000 tokens par requête, ça peut faire 7 requêtes concurrentes, donc c'est assez peu, sachant qu'une requête peut monopoliser un GPU pendant une seconde ou deux. Donc voilà. Quand vous faites aucun batching, donc en jaune, là ce que vous voyez c'est l'input sur lequel on calcule donc, le mécanisme d'attention dans les LLM. Ensuite, de manière itérative, on va générer des tokens, un token supplémentaire, jusqu'à ce que le LLM décide qu'on arrive à la fin de la réponse. Quand vous commencez à faire du batching, vous avez deux façons de vous y prendre. La façon un peu naïve, c'est d'envoyer plein de requêtes en parallèle, puis elles vont se terminer plus ou moins en même temps. Le payload d'entrée et la réponse peut être de taille différente. Ou alors, un peu plus smart, on peut commencer à faire du continuous batching, c'est-à-dire que dès qu'une requête se termine dans un slot, entre guillemets, de la carte graphique, on commence à envoyer une requête supplémentaire. Et ça permet d'optimiser beaucoup plus l'usage de la bande passante de la carte graphique. Alors, j'ai remarqué deux technos qui faisaient ça. Orca, c'est un paper qui est sorti en 2022, qui est vraiment orienté continuous batching. Et en fait, ce qu'il propose comme architecture, c'est de réserver de l'espace mémoire à chaque fois que vous démarrez une requête. Donc si votre requête peut prendre jusqu'à une window de 8000 tokens, ça veut dire que vous réservez d'avance dans la carte graphique 8 gigaoctets, juste pour votre requête. Et puis en 2023, on a une autre archi qui est sortie, qui s'appelle Page Attention. Là, l'idée, c'est plutôt d'allouer des blocs de quelques centaines de mégaoctets à chaque fois. Et en fonction de la taille que va prendre votre réponse, ça va occuper plus ou moins d'espace dans votre graphique. Donc ils ont développé en fait des systèmes de batching un peu dynamiques, où le nombre de requêtes parallèles évoluait en fonction de la taille que occupaient les réponses dans le graphique. Voilà. Quand on regarde les performances de quelques moteurs d'inférence qui ont implémenté ces techniques-là, on en voit un qui émerge, qui s'appelle VLLM. C'est celui que vous voyez en gris, juste là. Et c'est celui qui donne aujourd'hui les meilleurs niveaux de batching, où il fait vraiment du batching en continu. Dès qu'il y a un petit peu d'espace, il renvoie des requêtes et il alloue des pages vraiment dynamiquement en fonction des besoins. Voilà, le lien GitHub. Ce framework-là, il est même allé un peu plus loin, puisque quand on envoie des requêtes à une carte graphique, souvent le début de la requête sera similaire, parce qu'on va souvent faire des mêmes requêtes par rapport à leurs besoins utilisateurs. Il est capable de mettre en cache, de créer une sorte de cache commun pour toutes les requêtes, afin de ne pas avoir à recalculer le mécanisme d'attention qui permet d'extraire un peu le sens d'un payload. Voilà, donc ça permet de, je vous rappelle, un 1000 tokens, c'est 1 giga en mémoire, donc chaque giga est important. Autre news, il y a 2-3 semaines, Mistral a annoncé une levée de fonds de 600 millions, avec une valeur assez milliard, je crois. La grosse news, ils ont sorti un nouveau modèle qui s'appelle CodeStral, qui est vraiment spécialisé pour la génération de code.
La bad news, c'est que c'est pour la première fois, ils font vraiment un modèle closed source. Enfin, tout le monde peut le récupérer, mais personne ne peut s'en servir pour un usage commercial. Donc on sent que maintenant, voilà, c'était gratuit pendant longtemps, maintenant il va falloir faire du cash. Donc c'est un peu dommage. En attendant, tous les anciens modèles continuent d'être disponibles en open source de manière complètement usage commercial comme d'habitude. Et après, les modèles de meilleure qualité, dans tous les cas, n'ont jamais été disponibles en open source. Donc si vous voulez vraiment des très bons modèles de Mistral, il faut utiliser directement leur plateforme en SaaS, enfin en SaaS, via des API. Autre news, il y a eu un événement, un événement annuel avec Apple qui a fait quelques annonces. Ils ont lancé deux modèles, un qui est censé tenir sur un iPhone, qui est vraiment minuscule, qui fait 3 milliards de paramètres. Un deuxième modèle qui fonctionne, lui, côté serveur, sur lequel on n'a pas trop d'infos. Et ils sont en train de travailler sur deux autres modèles, un qui sera dédié aux développeurs, qui sera embarqué directement dans Xcode. On n'a pas trop d'infos, c'est pas encore sorti. Et un modèle de diffusion. Donc les modèles de diffusion, c'est pour générer des images. Donc on va avoir de nouveaux usages qui vont bientôt arriver sur les iPhones. Comment ? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce modèle on-device ? Donc c'est un modèle forcément qui est très léger, 3 milliards de paramètres. C'est un modèle qui est compressé à 3,5 bits par poids. Donc ça veut dire que 3 milliards de paramètres, ça tient sur à peine 1,5 Go. Dans un iPhone, ça passe. Il faut quand même une bonne bande passante sur la carte mère de l'iPhone, mais ça passe. Il génère des tokens à 30 tokens par seconde. Donc c'est pas fou. Et c'est tellement pas fou qu'en fait, ils ont été obligés de développer un autre modèle côté serveur qui puisse être beaucoup plus rapide et envoyer beaucoup plus de tokens à la seconde. C'est fourni un peu comme ce qu'a fait Google et Samsung côté Android. C'est fourni avec une implémentation de LoRa. Donc LoRa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire du fine-tuning. En fait, plutôt que fine-tuner l'ensemble de votre modèle et entraîner l'ensemble de votre modèle, ce qui est très coûteux, vous allez entraîner juste un layer du modèle. Et ça, vous allez le faire pour 10-20 balles, mais pas. Et ça va prendre quelques heures tout au plus. Et l'avantage, c'est que du coup, le foundation model dans le mobile va rester le même. Il est très léger, il ne bougera pas, il restera dans la mémoire. Et si vous avez besoin sur une application d'avoir un modèle un peu plus fine-tuné, finalement, vous aurez juste une couche LoRa qui fera quelques dizaines de mégas, tout au plus une centaine, et que vous pourrez charger à la volée en quelques millisecondes, quoi. Voilà. Et les iPhones seront fournis à partir de l'iPhone 15 avec déjà une quinzaine de modèles LoRa préconçus que vous, développeurs, vous pourrez utiliser dans le téléphone. Alors, Apple a depuis longtemps fait du marketing pour dire que les iPhones sont hyper sécurisés, qui respectent la vie privée des gens. Le problème, c'est que là, ils se sont rendus compte qu'il y a un LLM sur un mobile, c'est un peu léger et ça ne produit pas des outputs de très très bonne qualité. Donc en fait, ils ont été obligés de développer des LLM côté serveur, et si on veut alimenter ce LLM, nécessairement, il faut envoyer des données utilisateurs. Donc en termes de marketing, ils sont un peu en train de se perdre. Je suis allé voir, ils ont sorti un long article de blog qui explique comment leur infra est hyper sécurisé et comment ils protègent vos données. En réalité, ouais, c'est beaucoup de marketing, je trouve. C'est un niveau de sécurité et de privacy qui est à peu près HDS sur les données de santé. Donc ils font beaucoup de pataquès pour en fait faire à peu près le même niveau de sécurité que tout le monde. Ils parlent d'encryption end-to-end. C'est pas tout à fait vrai, voilà. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont mis en place des systèmes de clés qui sont vraiment quasiment à usage unique, qui sont sandboxés juste pour une application et un usage dans une application. Et dès que vous cliquez l'application, ça régénère des clés. Donc a priori, il n'y a pas de fuite possible entre le device et le cloud. Voilà, donc tout ça est détaillé dans l'article que j'ai mis en dessous. Un petit troll, ouais. Ouais. C'est à toi. Yes, je prends la suite. Hop là. Alors, on va passer à la partie non-tech. Donc là, vous avez vu la partie technique de la cour d'Apple. Moi, je vais peut-être vous parler des usages quand même, de ce qu'ils ont annoncé. Donc le premier usage qu'ils ont annoncé, c'est la possibilité de pouvoir créer ses propres emojis à partir du style de l'emoji. Donc là, vous le voyez ici, c'est assez clair. Un visage relaxé avec des concombres. Bon, est-ce que c'est utile ou pas? Par contre, tu as regardé ou pas le format de l'emoji? En gros, si tu envoies par mail, si tu as un Samsung derrière, tu vas pas voir, tu vas avoir un carré. Ça va être comment? Bien vu, c'est la question. Tu sais pas... Ouais, moi, j'ai pas la réponse, et c'est la question que j'ai vue être posée, mais j'ai pas la réponse. Voilà.
Donc du coup, il y a effectivement cette première annonce. Ensuite, ils se mettent à se faire comme Samsung, il était temps, ça fait longtemps. Bon, c'est la retouche photo, globalement, en entourant ce qu'on veut virer. Ça fait un moment que ça existe. Ils proposent aussi de pouvoir lire votre boîte mail et mettre vos mails en top prio, enfin les mails les plus importants bien en valeur. Bon là, j'ai pas mis de screenshot, mais vous avez aussi de la précomplétion pour répondre plus vite. Bon, globalement, ils s'invitent dans vos emails, quoi. Et puis, ils font aussi de la génération d'images. Alors, c'est de la génération hyper contrôlée parce que, en gros, globalement, vous ne pouvez pas taper de prompt. Vous pouvez choisir des thèmes et à partir d'un thème, ça vous génère une image. Vous sélectionnez la version que vous voulez, vous l'envoyez dans iMessage. Available uniquement sur iMessage, pour le coup. Donc là, il n'y aura pas de problème de compatibilité. Donc, effectivement, je pense qu'en évitant aux humains de mettre n'importe quoi dans un prompt, ils réduisent quand même vachement le taf sur la sécurité de ce qui peut être généré. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, si ça, je voulais vous le montrer. Hop. Alors, parce que j'ai décidé d'arrêter de télécharger toutes les vidéos pour que vous puissiez revoir les vidéos à la source. Tac. Alors, par contre, il faut Internet. Ah, l'effet démo, c'est beau. Tac. Ouais, voilà. Hop, globalement, ils ont annoncé aussi ce petit truc là. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le mettre en grand. Hop là. Oula. Sacré bug. Très bien. on va la relancer. Bon, globalement, je pense que vous avez compris. Ouais, ok, il y a un énorme bug, je ne sais pas ce qui se passe. Globalement, en gros, à partir de dessins sur l'iPad et d'un simple calcul, vous allez pouvoir juste avoir la réponse à votre calcul. Donc plutôt pratique pour les étudiants. Hop. Je vais revenir sur les slides. Tac. Hop là. Hop. Et puis, donc, autre chose, ils ont vachement amélioré Siri, en tout cas c'est ce qui est annoncé, avec pas mal de nouvelles features, que ce soit en fait beaucoup plus d'interaction avec les apps directement prévues sur l'iPhone, et notamment la capacité d'aller résumer des SMS ou aller chercher des infos par exemple dans Flight Radar. Voilà, donc pas mal de choses possibles. Et également une connexion à ChatGPT. Alors c'est ça qui a fait un peu un petit tollé. Globalement, si vous le souhaitez, vous pouvez, en posant une question à Siri, activer ChatGPT pour avoir la réponse. Mais du coup, ce qui veut dire aussi un envoi de vos données à OpenAI directement. Donc Elon Musk s'est quand même bien marré, a fait tout un tas de mèmes à ce sujet-là, pour ceux qui ont suivi, et a bien trollé OpenAI et Apple là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais. Ça, c'est la dernière dinguerie de Luma. Alors, je crois que juste que j'ai pas branché. Tac. Ça serait plus sympa avec le son quand même. Tac. Voilà. Alors, hop. J'espère que ça peut être trop fort. Donc ça, c'est la dernière sortie de Luma, un outil pour concurrencer clairement Sora, donc de OpenAI. Et ce qui est dingue, c'est que c'est accessible dès maintenant. Et ce que je vous propose, c'est de jeter un œil sur un petit cas d'usage sur lequel a travaillé Simon ce week-end, parce que ça s'est sorti la semaine dernière. Hop, si ma slide veut bien passer. Hop là, tac, je vais t'afficher ça. Cool. Alors attends, j'ai un bug, bouge pas. Hop, tiens, vas-y. Salut tout le monde. Ouais, je prends la parole, c'était pas prévu, mais voilà, juste pour les caméras. Si tu mets en grand, ouais. Yes. Parfait. Ça devrait marcher, vas-y. Si ça va fonctionner. Ok. Donc en fait, dès que c'est sorti, Luma,
J'ai l'impression de vous avoir volé le micro. Dès que c'est sorti, Luma, très vite, il y avait plein de contenus avec des êtres humains ou avec de la 3D. Et je me suis posé la question des enjeux d'animation 2D, donc au plus japonisant, etc. Donc là, ce que vous voyez sur le côté, c'est un prototype que j'ai fait voilà, avec Yanis, qui était intervenu en tant que coach aussi pendant le Shift Hackathon. On avait déjà conçu avec de l'IA un jeu de société complet. Donc là, on s'est dit... Vas-y. Pas de souci. On s'est dit, on va prendre de l'image type animé japonais avec un style graphique hyper complexe. On avait testé toutes les autres IA génératives de vidéos, image to vidéo, ça fonctionnait pas du tout. Là, on s'est concentré sur le fait de travailler sur les tissus et les fumées, etc. Et les résultats, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même hyper pas mal du tout. Voilà, ça fonctionne bien. Alors, il y avait plein de tests sur faire courir des animaux, faire bouger des bonhommes, etc. Ça, il y avait beaucoup de gens qui ont testé. Nous, on a essayé de se concentrer sur des mouvements qui permettraient d'être intégrés dans le milieu du jeu vidéo. Donc si vous avez joué à des jeux comme Hearthstone, Magic, je sais pas quoi, très vite, ça peut être intéressant de faire bouger des cartes comme ça avec des effets statiques. Donc c'est ce qu'on a fabriqué. Là, on va profiter de ce week-end pour faire l'ensemble de la centaine de cartes qu'on a prévues, parce qu'on a automatisé tout le process. Règles, jeu de cartes, direction artistique. Et puis ensuite, animation, on va le faire à la main. Et j'en profite peut-être, et donc là le logo aussi il a été généré par IA, et maintenant on arrive avec les bons prompts à générer les logos bien comme il faut. Donc ça c'est pas mal du tout. T'as pas de slide sur Runway? Non. Peut-être que Runway ça vous parle, une intelligence artificielle générative de vidéo. Ils ont répondu du tac au tac cette semaine que eux aussi ils allaient sortir un outil tout aussi performant que Luma, et a priori, moi qui suis utilisateur de Runway depuis plus d'1 an, maintenant, ça va être encore plus puissant. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment bébé cadeau, parce que c'est un prompt et une vidéo. Et sur Runway, on a le contrôle total avec plein d'interfaces sur lesquelles on peut savoir qu'est-ce qu'on veut faire bouger, comment, pourquoi. Donc là, ça va être un peu la compète de maintenant à cet été jusqu'à la rentrée. Moi, tous mes clients, ils ont cet enjeu vidéo, parce que j'accompagne sur ces thématiques. Et là, c'est grosse révolution, alors qu'on se pensait avoir un petit peu de repos. Après le hackathon, je pensais que ça allait se calmer. Pas du tout. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit retour d'expérience. Merci Simon. J'ajoute quand même quelques détails par rapport à Luma. Donc c'est des vidéos de 5 secondes à partir d'un prompt. Et en fait, vous avez un test gratuit d'une 30aine de vidéos. Et en plan payant, vous avez accès jusqu'à 2000 vidéos par mois. Voilà. Donc si vous voulez aller jeter un œil sur le modèle. Hop, tac. Allez, on reprend. Ça veut bien sortir, tac. Les slides, tac, hop, merveilleux. Donc, du coup, alors on a parlé de Luma. Et maintenant, hop, je vous propose de regarder Google. Alors, je ne vous ai pas mis la vidéo en entier, vous pourrez aller jeter un œil si ça vous intéresse. En gros, globalement, l'annonce, c'est quoi? C'est que Google annonce sortir des PC avec Copilot directement intégré et donc capable d'exécuter des tâches jusqu'à 20 fois plus vite que les PC traditionnels. C'est les annonces. Attendons de voir les tests. Et donc, ça a été vraiment architecturé, c'est dur à dire, pour pouvoir intégrer de l'IA directement dans le système d'exploitation. Et l'idée, c'est que, ils ont sorti aussi 2 fonctionnalités que j'ai séparées. Une première fonctionnalité, il y en a plein, hein, j'en ai sélectionné 2. Par exemple, ici, de pouvoir dessiner directement dans Paint et de pouvoir avoir l'image qui génère à droite. Bon, c'est un petit cas d'usage un peu sympa. Mais surtout, ce qui fait bien jaser, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est le truc qu'ils appellent Recall. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être capable de revenir sur toute votre journée directement et de retrouver tout ce que vous étiez en train de faire avec Recall. Alors, il y en a certains qui trouvent ça cool, d'autres horribles. Voilà. On vit dans une dystopie. Black Mirror, voilà, vous connaissez. Donc voilà, il y a des grosses... En fait, en gros, ils ont pris un gros tollé par rapport à tout ce qui est privacy, vous en doutez. Et donc, leur réaction, ça a été de dire... Ouais, mais en fait, on va dire que c'était pas opt-in au début et ce sera à vous de l'activer. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont dit pour l'instant. Voilà, globalement. Donc pas idéal. Voilà pour Microsoft. J'avais envie de vous parler aussi, tac, ça va bien avancer, voilà. Oui, Étienne. Il fait appel à un élève externe. C'est une bonne question. Est-ce que Ils ont fait exprès toute une archi pour... Je crois pas, justement.
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je ne crois pas justement qu'il fasse appel à des serveurs externes. En tout cas, j'ai pas l'info dans mes notes. Oui, c'est ça, j'ai pas l'info dans mes notes pour l'instant, je peux pas te répondre là-dessus. Ensuite, moi je voulais vous parler de XAI, alors donc c'est la boîte de Elon Musk. Ils ont fait une série B de 6 milliards. En France, une levée de série B, c'est 10 millions, hein, voilà. Juste pour que vous puissiez jauger la différence. Et en fait, globalement, qu'est-ce qu'ils annoncent avec cette levée de 6 milliards? En fait, l'idée, c'est de pouvoir construire leur propre supercalculateur d'IA. D'ici 2025, ils veulent acheter 100 000 puces NVIDIA H100. Donc vraiment, si vous voulez investir chez NVIDIA, il y a encore temps. Voilà. Donc, globalement, Elon Musk a annoncé l'arrivée de l'AGI l'année prochaine. Voilà. Bref, vous connaissez Elon Musk. Donc, le petit truc que j'ai mis juste après, quand même, c'est qu'il a aussi annoncé que ça servirait, par exemple, pour faire des résumés d'informations sur Twitter. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de lever 6 milliards pour ça? Je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, bon. OK. Ensuite, bon, là je rappelle qu'on ne s'est pas vu depuis 2 mois, qu'on fait un récap des news depuis 2 mois. Donc, depuis 2 mois, qu'est-ce qui s'est aussi passé? Il s'est passé l'arrivée de GPT-4o. Et ça, par contre, c'est assez impressionnant. Qui n'a pas vu passer ce genre de vidéo sur GPT-4o? Waouh, ok, vous les avez tous vu passer. Bon, on se les remet quand même pour le The plaisir. model is able to generate voice in a variety of different emotive styles. And it really has a wide dynamic range. So I'm going to fire up another demo for that. Yeah. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. Started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named On va pas laisser toute la vidéo se dérouler, vous avez compris l'idée. Elle est vraiment incroyable cette vidéo. En fait, ce qui est intéressant de noter ici, bon, vous l'avez vu, c'est le temps de latence, qui est déjà assez court. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est la capacité, la possibilité de pouvoir couper l'IA, qui tout de suite s'arrête pour pouvoir être à nouveau à l'écoute et répondre derrière. Et puis évidemment, le changement de ton, ça c'est quand même assez impressionnant. Pour ceux qui connaissent le film Her, on est clairement là-dedans. Hein. Je sais pas, qui connaît le film Her? Ok, d'accord, bon, vous êtes des geeks, ça marche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une histoire d'amour entre une IA et un homme. Et l'homme tombe follement amoureux de l'IA. Et le plot twist à la fin est assez dingue. Je vous laisserai regarder le film. Donc ça, c'était un premier truc intéressant sur les capacités vocales. Et je voulais aussi vous montrer ça. Tac. You first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha. All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side. Yes, hop. En fait, là, ce qui est intéressant de noter, c'est que les capacités de GPT-4o sont multimodales, et donc on peut interagir avec un agent vocal qui, lui, peut voir ce que vous voyez. Alors là, on est sur une tablette, mais on peut imaginer très bien y plugger un appareil photo et avoir une vision en temps réel. Donc les cas d'usage sont assez dingues. Et le dernier cas d'usage que je voulais vous montrer, que j'ai vu, devrait vous faire kiffer. Mince. Ah. Hop. Tac. Tac. Hop. Alors, je vous parlais la dernière fois du screenshot to code. Là, je vais vous parler du screenshot to video games. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre une image, un petit screenshot, de le coller à ChatGPT, de lui demander de coder directement.
Voilà, boum, coder en Python. Bam. OK. Et quand on compile, enfin, non, on compile pas de Python, pardon. Hop, ça fonctionne. Voilà, c'est assez dingue. Voilà, j'ai eu les mêmes réactions que vous. Voilà, donc les cas d'usage sont fous, quoi. OK. Tac. Hop. Reprenons. Donc ça, c'était pour OpenAI, la grosse annonce quand même de ces 2 derniers mois. Plus, quand même, un petit ajout sympa. Ils ont décidé d'ajouter la partie recherche, vision, data analysis et upload de fichiers dans GPT, dans ChatGPT, et également l'accès aux GPTs uniquement à leur usage gratuitement. Donc vous pouvez maintenant utiliser les GPTs, mais vous ne pouvez pas en créer. Mais voilà, donc c'est quand même plutôt sympa. Et évidemment, ils ont annoncé également des réductions drastiques de coûts. Je crois que c'était divisé par 2 encore les coûts d'usage. Hop. Ensuite, évidemment, Google y a répondu parce que je ne sais pas si vous avez vu passer le Google I.O. Il y a eu pas mal de trucs annoncés, hop, dont ceci. Hop, vous avez compris, l'idée c'est de pouvoir drastiquement améliorer les recherches grâce à Gemini et donc de ne pas forcément rentrer dans les pages, mais d'avoir directement des réponses qui sont issues du moteur, tout simplement, enfin du moteur de recherche. Donc ça c'est un premier truc qu'ils ont annoncé. Vous verrez que ce n'est pas totalement une réussite si vous n'avez pas déjà les infos. Hop. Voilà. Ils ont annoncé également une fenêtre de contexte 2 fois plus grande que la précédente, qui était déjà de 1 million de tokens. Ici, on passe à 2 millions de tokens. 2 millions de tokens. Voilà, donc clairement, vous pouvez y mettre 1,4 million de mots, 22 heures d'audio, 2 heures de vidéo. Vous pouvez y passer un film en entier. Voilà. Donc, quels sont les usages derrière de pouvoir mettre un film en entier et de payer un maximum de thunes? Je ne sais pas, mais c'est possible. C'est possible. OK. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Ah oui, je trouvais ça sympa. Hop. Oh, mince. Décidément, je me fais avoir à chaque fois. Tac. Alors là, du coup, vous êtes en train de vous spoiler la slide d'après. Hop. Donc, ils ont annoncé une nouvelle façon de pouvoir rechercher à travers vos photos. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir tout simplement faire une recherche sur ce que vous avez en tête. Par exemple, les meilleures photos de notre des derniers parcs nationaux que j'ai visités. Et donc là, l'IA va directement chercher et sélectionner vos photos. Donc vous pourrez faire pareil avec vos photos de chat, ou ce que vous voulez. Bon, voilà. Globalement. Et la possibilité également de pouvoir... si c'est quoi? C'est des thèmes pour des photos du dernier anniversaire de ma fille. Voilà, donc l'objectif c'est de pouvoir faire de la recherche en langage naturel dans vos photos pour retrouver ce qui vous intéresse. Pareil, ça pose aussi une question de privacy. Donc, ça c'était un petit point. Hop, et puis j'ai un dernier truc à vous montrer par rapport à Google. C'est ce qu'ils ont appelé projet Astra. Tac. Alors cette fois-ci, ils ont compris la leçon et donc ils ont fait une vraie démo live. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'ils ont fait une démo qui était du demi-live, ils se sont fait tomber dessus. Donc cette fois-ci, c'est une vraie démo live. Okay, let's do some tests. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds. Bon, vous avez compris l'idée. Globalement, c'est un modèle multimodal que vous allez pouvoir interroger en langage naturel. Et, voilà. Donc, il se rapproche plus ou moins de ce que fait OpenAI, donc avec le projet Astra. Je crois que j'ai sauté une slide, il y avait un autre truc. Oui, donc en fait, j'ai oublié de le mettre. Ils ont aussi annoncé dans leur
dans leurs labs tout un tas de choses, donc ImageFX, VideoFX, qui sont des outils qui peuvent permettre de faire de la génération de vidéos également. Donc assez cool, et c'est disponible alors uniquement si vous êtes aux US, donc mettez un VPN, mais c'est aussi assez sympa. J'ai oublié de le mettre dans les slides, vous allez pouvoir aller voir. Dernier élément, avant de passer à la suite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la fonctionnalité de recherche, elle a été un peu stressée par les internautes. Et donc quand on demande combien de rochers je devrais manger, plutôt un par jour, nous répond l'IA. Quand on demande s'il faudrait rajouter de la colle dans une pizza, yes, il faudrait en mettre. Et celui que je préfère, c'est est-ce que les cafards peuvent vivre dans nos sexes? Bah oui, c'est absolument normal. Voilà. Et donc, on ne sentirait absolument rien, selon Google. Voilà. Donc, voilà. Encore Google qui sort un outil et qui se fait éclater. C'est un peu dommage. Voilà. Et je vais terminer là-dessus. Et du coup, je vais te laisser enchaîner, Steve.